C'était la première fois que je prenais contact avec lui. L'impression que j'en ressentis m'affermit dans ma conviction que la Grande-Bretagne, conduite par un pareil lutteur, ne fléchirait certainement pas. Par-dessus tout, il était de par son caractère fait pour agir, risquer, jouer le rôle, très carrément et sans scrupule. Bref, je le trouvais bien assis à sa place de guide et de chef. Telles furent mes premières impressions. Le général de Gaulle était un homme jeune et énergique, et il m'avait fait une impression très favorable. J'ai eu l'impression que sous son attitude impassible et impénétrable, il possédait une grande sensibilité à la douleur. Cette impression se confirma lorsque je me trouvais en contact avec cet homme très grand et flegmatique, et je pensais, voilà le connétable de France. Général de Gaulle, j'entreprends ici. J'étais alors complètement retiré, vivant à la Boisserie dont la porte ne s'ouvrait qu'à ma famille ou à des personnes du village, et n'allant que de loin en loin à Paris, où je n'acceptais de recevoir que de très rares visiteurs. Depuis 1952 jusqu'en 1958, j'allais employer 6 années à écrire mes mémoires de guerre, sans intervenir dans les affaires publiques. Je n'écris pas pour obtenir la faveur du public. Je me borne à donner mon témoignage selon mes propres lumières. J'ai tenu à atténuer la rigueur de nombreux jugements portés dans le feu de certaines discussions. Ce n'est pas sans peine que j'ai dû faire état de ces divergences qui m'ont opposé à tant d'hommes que j'aimais ou respectais. La première rencontre entre De Gaulle et Churchill se tient au pire moment de l'offensive allemande de juin 40. Churchill est Premier ministre, De Gaulle, secrétaire d'État à la guerre. La France capitule. De Gaulle décide de continuer le combat en Angleterre. Leur mémoire de guerre, écrite quelques années après, commence alors. Le 17 juin, à Bordeaux, De Gaulle se rendit à son bureau, prit un certain nombre de rendez-vous pour l'après-midi, afin d'endormir toute méfiance, et se rendit à l'aérodrome avec son ami Spears. Ils se serrèrent la main, se dirent au revoir, puis dès que l'appareil commença de rouler, De Gaulle sauta dedans et fit claquer la porte. Le départ eut lieu sans romantisme et sans difficulté. De Gaulle, dans ce petit avion, emportait avec lui l'honneur de la France. Au spectacle de ce peuple éperdu et cette déroute militaire, au récit de cette insolence méprisante de l'adversaire, je me sentais soulevé d'une fureur sans borne. Ah, c'est trop bête. La guerre commence infiniment mal. Il faut donc qu'elle continue. Il y a pour cela de l'espace dans le monde. Si je vis, je me battrai où il faudra, tant qu'il faudra. Ce que j'ai pu faire par la suite, c'est ce jour-là que je l'ai résolu. The news from France is very bad. And I grieve for the gallant French people who have fallen. Poursuivre la guerre, oui certes, mais dans quel but et dans quelles limites? Pour moi, ce qu'il s'agissait de servir et de sauver, c'était la nation et l'État. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Dès l'après-midi du 17 juin, j'exposai mes intentions à Winston Churchill. Naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, qu'aurais-je pu faire sans son concours? Le lendemain, à 18h, je lis au micro le texte que l'on connaît. Général de Gaulle, j'entreprends ici. À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries.
Devant le vide effrayant du renoncement général, ma mission m'a paru d'un seul coup claire et terrible. En ce moment, le pire de son histoire, c'était à moi d'assumer la France. Mais il n'y a pas de France sans épée. Déclare solennellement au gouvernement français qu'il n'a pas l'intention d'utiliser pour ses propres besoins de guerre les unités françaises qui se trouveront dans les ports de contrôle. Le gouvernement allemand déclare qu'il ne formulera aucune revendication vis-à-vis de la flotte française lors de la conclusion de la paix. Constituer une force de combat, cela importait avant tout. Je m'y employais aussitôt. Cependant, des volontaires isolés atteignaient chaque jour l'Angleterre. Ils venaient généralement de France, amenés par les derniers navires, qui en étaient régulièrement partis, ou évadés sur des petits bateaux dont ils avaient pu se saisir. Il faut dire que les autorités britanniques ne favorisaient guère nos efforts. Le commandement britannique, qui attendait d'un jour à l'autre l'offensive allemande, et peut-être l'invasion, se trouvait trop absorbé par ses propres préparatifs pour s'occuper d'une tâche à ses yeux très secondaire. D'ailleurs, par commodité et habitude professionnelle, il inclinait à respecter l'ordre normal, c'est-à-dire Vichy, et ses missions. Ni militaire prestigieux, ni homme politique de renom n'ont rejoint Londres. De Gaulle est presque seul. Churchill aurait souhaité le ralliement de l'amiral Darlan, commandant la prestigieuse flotte française que tout le monde craint et convoite. Les autorités françaises ont assuré les Anglais de la neutralité de leur marine. Pourtant, Churchill écrit dans ses mémoires « En s'ajoutant aux marines italiennes et allemandes, la flotte française aurait exposé la Grande-Bretagne à des dangers mortels et lourdement compromis aussi la sécurité des États-Unis. Le cabinet de guerre n'hésita pas un seul instant. Les navires français doivent accepter nos conditions, ou se saborder, ou être coulés par vous avant la nuit. » Le 4 juillet, la radio et les journaux annonçaient que la flotte britannique de la Méditerranée avait, la veille, attaqué l'escadre française au mouillage de Mercel-Kébir. Voilà que cette Angleterre, que tant de gens estimaient déjà vaincue et finie, au bord de la capitulation, frappait brutalement ses plus chers amis de la veille et s'assurait momentanément la maîtrise incontestée des mers. C'était, dans nos espoirs, un terrible coup de hache. Le recrutement des volontaires s'en ressentait immédiatement. Beaucoup de ceux, civils ou militaires, qui s'apprêtaient à nous rejoindre, tournèrent alors les talons. Ce fut une décision odieuse, la plus inhumaine, la plus pénible de toutes celles que j'ai eu à partager. Les Français étaient encore nos alliés très chers, et nous éprouvions une sincère sympathie pour leur pays qui avait tant souffert. De l'autre côté, notre existence nationale et le salut de notre cause étaient en jeu. C'était une tragédie grecque. Le général de Gaulle, que je n'avais pas consulté au préalable, eut une attitude magnifique que la France, libérée et rétablie dans sa souveraineté, a ratifiée depuis. Une occasion de manifester notre sympathie aux Français s'offrira le 14 juillet. Il faut que la cérémonie au cours de laquelle ils iront déposer une couronne à la statue de Foch soit un grand succès. Le 14 juillet, je passais à Whitehall, au milieu d'une foule saisie par l'émotion, la revue de nos premiers détachements, pour aller ensuite à leur tête déposer une gerbe tricolore à la statue du maréchal Foch. On avait dit au peuple français que son unique planche de salut était de se ranger derrière l'illustre maréchal Pétain. On lui avait affirmé que les Anglais ne tarderaient pas à être vaincus ou à se rendre. Mais j'en étais sûr, le peuple de France souhaitait notre victoire. Notre premier devoir était de soutenir le général de Gaulle, qui faisait preuve de vaillance et de fidélité. Il était en même temps nécessaire de garder le contact, non seulement avec la France, mais avec Vichy. Aucun des chemins qui conduisaient vers la France ne devait être immédiatement coupé. De telles dispositions étaient pénibles pour de Gaulle, qui avait tout risqué et maintenait l'honneur du drapeau.
Il jugeait également essentiel à sa position aux yeux du peuple français d'adopter une attitude fière et hautaine envers la perfide Albion. Pour prouver aux Français qu'il n'était pas une marionnette aux mains des Britanniques, il lui fallait montrer de l'arrogance envers nous. Il est bien certain qu'il pratiqua cette politique avec beaucoup de persévérance. On ne saurait imaginer la généreuse gentillesse que le peuple anglais lui-même montrait à notre égard. Toutes sortes d'œuvres se fondaient pour aider nos volontaires. Quand les journaux de Londres annoncèrent que Vichy me condamnait à mort et confisquait mes biens, nombre de bijoux furent déposés à Carlton Gardens par des anonymes et plusieurs douzaines de veuves inconnues envoyèrent l'alliance de leur mariage afin que cet or puisse servir à l'effort du général de Gaulle. Remporterions-nous ou non la bataille dans les airs? Notre destin dépendait de la réponse qui serait faite à cette question. La pensée que l'épreuve de force était imminente ne m'épouvantait nullement. Il faut dire qu'une atmosphère vibrante enveloppait alors l'Angleterre. On attendait d'un instant à l'autre l'offensive allemande, et devant cette perspective, tout le monde se fortifiait dans une exemplaire fermeté. C'était un spectacle proprement admirable que de voir chaque Anglais se comporter comme si le salut du pays tenait à sa propre conduite. Dans le peuple, beaucoup, désireux de sortir d'une tension presque insupportable, en venaient à souhaiter tout haut que l'ennemi risquât l'attaque. M. Churchill, tout le premier, s'impatientait dans l'attente. Je le vois encore au Chequers, un jour d'août, tendre les poings vers le ciel, en criant « Ils ne viendront donc pas !» Ils ne viendront donc pas. Êtes-vous si pressé, lui dis-je, de voir vos villes fracassées? Comprenez, me répondit-il, que le bombardement d'Oxford, de Coventry, de Canterbury provoquera aux États-Unis une telle vague d'indignation qu'ils entreront dans la guerre. Le 1er août fut la plus grande bataille aérienne de cette période de guerre. 5 combats de grande envergure furent livrés sur un front de 800 km. Ce fut vraiment une journée cruciale. Ce fut un indiscutable désastre pour l'aviation allemande. Fin juillet, le total de nos effectifs atteignait à peine 7000 hommes. C'était là tout ce que nous pourrions recruter en Grande-Bretagne même. Le gouvernement de Sa Majesté estimait qu'il importait beaucoup d'aider le général de Gaulle et les Français libres à obtenir le ralliement des possessions et des colonies africaines de la France. Août 1940, Tchad, Cameroun et Congo se rallient à la France libre. Le 6 août, De Gaulle rencontre Churchill. Il faut, me dit-il, Que nous nous assurions ensemble de Dakar. c'est capital pour vous, car si l'affaire réussit, voilà de grands moyens français qui rentrent dans la guerre. C'est très important pour nous, car la possibilité d'utiliser Dakar comme base nous faciliterait beaucoup les choses dans la dure bataille de l'Atlantique. La vie, la gloire de l'Angleterre se jouait chaque jour sur la mer. L'expédition quitte Liverpool le 31 août. Sur la houle qui gonflait l'océan, un pauvre navire étranger sans canon, toutes lumières éteintes, emportait la fortune de la France. Londres vit maintenant sous les bombardements allemands. Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du travail, de la sueur et des larmes. Vous me demanderez, que comptez-vous faire? Je vous répondrai, faire la guerre, sur mer, sur terre et dans les airs. Vous me demanderez, quel est votre but? Je ne peux vous répondre que par un seul mot, la victoire. La victoire à n'importe quel prix. La victoire en dépit de toutes les terreurs, car sans la victoire, rien ne peut survivre. À cette époque,
les forces de la France libre en Angleterre n'étaient encore qu'un groupe de héros en exil, ayant pris les armes contre le gouvernement de leur pays. Ils étaient prêts à tirer sur leurs compatriotes et à accepter de voir couler les navires français par des canons britanniques. Leurs dirigeants avaient été condamnés à mort. Qui pouvait s'étonner, et moins encore les blâmer, s'ils manifestaient une certaine tendance à l'indiscrétion. L'expédition de Dakar va connaître l'échec. De Gaulle se souvient de l'optimisme de Churchill la veille du départ de la flotte. Alors, M. Churchill, colorant son éloquence des tons les plus pittoresques, se mit à me peindre le tableau suivant. Dakar s'éveille au matin, triste et incertaine. Or, sous le soleil levant, voici que les habitants aperçoivent la mer couverte au loin de navires, une flotte immense, 100 vaisseaux de combat ou de charge. Ceux-ci s'approchent lentement en adressant par radio à la ville, à la marine, à la garnison, des messages d'amitié. Et M. Churchill, débordant de conviction, décrivait et mimait à mesure les scènes de la vie future telles qu'elles jaillissaient de son désir et de son imagination. Les vichistes qui occupent Dakar refusent de se rendre. Les jours qui suivirent me furent cruels. J'éprouvais les impressions d'un homme dont un séisme secoue brutalement la maison et qui reçoit sur la tête la pluie des tuiles tombant du toit. À Londres, une tempête de colère. À Washington, un ouragan de sarcasme se déchaîne contre moi quant à la propagande de Vichy. Elle triomphait sans retenue. Et moi, dans mon étroite cabine, au fond d'une rade écrasée de chaleur, j'achevais d'apprendre ce que peuvent être les réactions de la peur, tant chez les adversaires qui se vengent de l'avoir ressenti, que chez les alliés, effrayés soudain par l'échec. En ce qui concerne le général de Gaulle, je déclarais à la Chambre des communes que sa conduite et son comportement en cette occasion avaient rendu ma confiance en lui plus grande que jamais. Malgré les efforts tentés par le gouvernement de Londres, malgré les messages personnels adressés au maréchal par le roi d'Angleterre et le président des États-Unis, on vit bientôt, sous la pression allemande, disparaître toute illusion. Le 24 octobre avait lieu la rencontre de Pétain et d'Hitler à Montoire. Les divers rapports que nous reçûmes sur Montoire ne m'amenèrent pas à modifier mon opinion quant à ce que devait être notre attitude envers Vichy. Le fait même que le gouvernement de Vichy existe, dans les conditions où il se trouve, représente aux yeux des Français libres une atteinte sans justification possible à l'honneur et aux intérêts de la France. Quoi que Vichy pût faire, en bien ou en mal, nous étions décidés à ne pas abandonner de Gaulle, à ne pas décourager les ralliements de territoires de l'Empire colonial français. Dans les vastes étendues de l'Afrique, la France pouvait en effet se refaire une armée et une souveraineté en attendant que l'entrée en ligne d'alliés nouveaux à côté des anciens renversât la balance des forces. Après l'échec de Dakar, De Gaulle rallie les territoires d'Afrique enlevés à Vichy. Ce fut pourtant un extrême enthousiasme qui déferla sur la ville dès que le commandant Duboc, à bord duquel j'avais pris passage, entra dans le port de Douala. Leclerc m'y attendait. Les activités des Français libres en ces régions eurent des conséquences importantes. Non seulement fut arrêtée la pénétration du virus de Vichy, mais, grâce au contrôle exercé sur l'Afrique centrale, il fut possible de développer notre route aérienne transcontinentale jusqu'au Moyen-Orient. Je désire vivement m'entretenir avec vous. La situation entre la France et la Grande-Bretagne a considérablement évolué depuis votre départ. Le 17 novembre, je quittais l'Afrique française libre pour l'Angleterre. Tandis que sous la pluie d'automne, l'avion rasait l'océan, j'évoquais les incroyables détours par où, dans cette guerre étrange, devaient désormais passer les Français combattants pour atteindre l'Allemand et l'Italien. À Londres, en ce début d'hiver, la brume enveloppait les âmes. Je trouvais les Anglais tendus et mélancoliques. Sans doute pensaient-ils avec fierté qu'ils venaient de gagner la bataille aérienne et que les risques d'invasion s'étaient beaucoup éloignés. Mais tandis qu'ils déblayaient leurs ruines, d'autres angoisses fondaient sur eux et sur leurs pauvres alliés.
la guerre sous-marine faisait rage. Roosevelt est réélu président des États-Unis. L'aide militaire des Américains à l'Angleterre va s'accentuer, mais le pays n'est pas encore en guerre avec l'Allemagne. Roosevelt n'aime pas De Gaulle, en qui il voit un dictateur. Un ami du président, l'amiral Leahy, est envoyé ambassadeur auprès de Pétain. Pour les Américains, le pouvoir légitime est à Vichy. Nous sommes disposés à engager des conversations d'état-major d'un caractère ultra-secret, avec tout représentant militaire que vous désigneriez. Les Français libres ne consentent pas à ce que leur pays serve à l'ennemi de base de départ pour attaquer d'autres peuples qui luttent pour le même idéal. Tous les chefs français, quelle qu'ait pu être leur faute, qui décideront de tirer l'épée qu'ils ont mise au fourreau, nous trouverons à leur côté, sans exclusive et sans ambition. Vichy, hors d'état de maintenir même la fiction d'indépendance que leur accordait l'armistice, entrait dans la collaboration effective avec l'envahisseur. Darlan remplace Laval auprès de Pétain. Je considère ces événements avec appréhension et méfiance. Nous n'avons eu qu'à nous plaindre de Vichy. De notre point de vue, il eût été préférable d'avoir Laval plutôt que Darlan, qui est un homme dangereux, aigri, ambitieux. Pendant ce temps, nous devrions cesser de battre froid au général de Gaulle et au mouvement des Français libres, qui sont les seuls à avoir fait quelque chose pour nous, et envers qui nous avons pris des engagements très solennels. Les blindés allemands de Rommel, fraîchement débarqués en Libye, menacent l'Égypte. Churchill redoute que la route du canal de Suez ne soit coupée. Les cœurs de tous les Français sont avec vous et vos troupes, colonel Leclerc. Je vous félicite en leur nom du magnifique succès de Koufra. Loin de la débâcle de 40 et de Dakar, la victoire des troupes de Leclerc à Koufra marque la résurrection de la France combattante. Au début du mois de mars 1941, je ne pouvais douter que la guerre fût sur le point de faire surgir pour nous, en Orient et en Afrique, de grandes épreuves face à l'ennemi, l'opposition obstinée de Vichy et de sérieuses dissensions avec nos alliés. C'est sur place qu'il me faudrait prendre les décisions nécessaires. Je décidai d'y aller. En m'envolant vers l'équateur le 14 mars, j'avais cette fois le sentiment que la France libre disposait d'une armature valable. En parcourant ensuite le bloc équatorial français, je ne sentis nulle part ni inquiétude, ni incertitude. Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Je savais qu'au milieu des facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s'y jouait. Il fallait donc en être. Au Caire, où j'atterris le 1er avril, battait le cœur de la guerre, mais un cœur mal accroché. En Libye, après de beaux succès qui avaient porté les Anglais au seuil de la Tripolitaine, il avait fallu reculer. Et voici que j'arrivais, incommode et pressant, bien résolu à résoudre pour le compte de la France des problèmes qui mettaient en cause les Britanniques et d'abord son commandant en chef. Avec le général Catroux, je traçais nos perspectives. Ce qui deviendrait en Syrie et au Liban était pour nous l'essentiel. Tôt ou tard, il faudrait y aller. Tobrouk est la dernière ville à résister à l'Africa Corps. Dans quelques jours, Darlan, dauphin désigné de Pétain, va rencontrer Hitler. De Gaulle redoute l'aide des Allemands apportée aux soldats de Vichy au Moyen-Orient. Il veut intervenir au plus vite. Le 9 mai, Spears m'avisait du Caire qu'aucune opération n'y était actuellement envisagée pour les Français libres et que le mieux était de reprendre le chemin de Londres. Le général de Gaulle insistait pour entreprendre immédiatement une campagne avec les forces françaises libres, au besoin sans l'appui des troupes britanniques. Mais nous souvenant de Dakar, nous tous à Londres pensions qu'il n'était pas prudent d'employer les troupes gaullistes seules, même pour s'opposer à une avance française en Syrie.
Le 11 mai, Darlan est à Berchtesgaden. À l'hôtel du Parc, siège du gouvernement, l'amiral Darlan a fait l'exposé de ses négociations avec le gouvernement allemand et particulièrement des résultats de son entrevue avec le chancelier Hitler. Je savais que pour les Alliés, la clé de l'action était le canal de Suez, dont la porte livrerait à l'Axe l'Asie mineure et l'Égypte, mais dont la possession permettrait au contraire d'agir de l'Est vers l'Ouest. Vichy a autorisé l'accès des aérodromes syriens aux avions allemands, avec le risque de laisser bombarder le canal de Suez. Le cabinet de Londres jugea que, dans ces conditions, mieux valait se ranger à ma manière de voir. Le retournement fut soudain et complet. À peine était prise en commun la décision d'entrer en Syrie que déjà les Anglais laissaient percer leurs intentions. Me souvenant des difficultés si complexes et si déroutantes auxquelles De Gaulle devait faire face, je lui envoyai, à la veille de notre action concertée en Syrie, le télégramme amical suivant. Toutes nos pensées vont vers vous et vers les soldats de la France libre. À cette heure où Vichy atteint de nouveau le fond de l'ignominie, la loyauté et le courage des Français libres sauvent la gloire de la France. Le 8 juin, Français libres et Britanniques se portèrent en avant en agitant des drapeaux alliés, avec l'ordre donné conjointement par Wavell et par Catroux de ne faire usage de leurs armes que contre ceux qui tireraient sur eux. Personne ne savait si les troupes de Vichy allaient se défendre avec opiniâtreté. Bien que notre attaque n'eût pour ainsi dire aucun effet de surprise, certains pensaient que l'ennemi ne nous opposerait qu'un simulacre de résistance. Mais lorsqu'il se rendit compte de notre faiblesse, il reprit courage et réagit vigoureusement, ne fût-ce que pour l'honneur de ses armes. Les forces françaises libres furent tenues en échec à 16 km environ de Damas. Ce sont de cruels souvenirs qu'évoque en moi la campagne que nous avions dû engager. Je me revois allant et venant entre Jérusalem, où j'ai fixé mon poste, et nos braves troupes qui avancent vers Damas, ou bien allant visiter les blessés à l'ambulance franco-britannique. Des renforts britanniques interviennent alors en provenance de Grèce. Cette nouvelle ampleur donnée à la campagne commença à produire ses effets le 20 juin. Damas fut enlevé par les Australiens le 21, après 3 jours de durs combats. Cependant, le 21 juin, après un vif combat à Kiswa, nos troupes entraient dans Damas. Catroux s'y rendit aussitôt. J'y arrivai le 23. Le soir du vendredi 20 juin, je me rendis seul aux Checkers. Je savais que l'agression allemande contre la Russie n'était plus qu'une affaire de jour, peut-être d'heures. À mon réveil le dimanche matin 22, on m'apporta la nouvelle que Hitler avait envahi la Russie. Vichy se résout à l'armistice prévu le 14 juillet à Saint-Jean-d'Acre. En signant cette capitulation, Vichy se montrait fidèle à sa triste vocation. Mais les Anglais semblaient s'y prêter de toutes leurs arrière-pensées. Leur jeu, réglé de Londres par des instances bien assurées, mené sur place par une équipe dépourvue de scrupules mais non de moyens, acceptée par le Foreign Office qui en soupirait parfois mais ne le désavouait jamais, soutenu par le Premier ministre dont les promesses ambiguës et les émotions calculées donnaient le change sur les intentions, visait à instaurer dans tout l'Orient le leadership britannique. Je n'avais pas d'autre moyen de limiter les dégâts que de prendre du champ et de la hauteur, de gagner quelques nuages et de fondre à partir de là sur une convention qui ne m'engageait pas et que je déchirerais dans la mesure du possible. Le nuage fut Brazzaville. C'est De Gaulle qui doit naturellement, dans ces circonstances, représenter les intérêts français en Syrie. N'oubliez pas qu'au jour de la victoire, car nous vaincrons,
Nous ne tolérerons pas que la France soit amputée de l'Alsace-Lorraine ou d'une colonie française quelconque. De Gaulle n'accepte pas que Vichy se rende à une puissance étrangère, c'est-à-dire les Anglais. Avant même d'avoir eu connaissance du détail et me fondant sur les indications naturellement édulcorées qu'en donnait la radio de Londres, je fis connaître que je repoussais la Convention de Saint-Jean d'Acre. Le texte de l'accord équivalait à une transmission pure et simple de la Syrie et du Liban aux Britanniques. De Gaulle écrit dans ses mémoires: Je suis obligé de vous dire que moi-même et tous les Français libres considérons cette convention comme opposée dans son fond aux intérêts militaires et politiques de la France libre, c'est-à-dire de la France, et dans sa forme comme extrêmement pénible pour notre dignité. Je souhaite que vous sentiez personnellement qu'une telle attitude britannique dans une affaire vitale pour nous aggrave considérablement mes difficultés et aura des conséquences que j'estime déplorables au point de vue de la tâche que j'ai entreprise. Les semaines qui suivirent me furent pénibles. Ceux des Français qui regagnaient la France avec la permission de l'ennemi, renonçant à la possibilité d'y rentrer en combattant, étaient, je le savais, submergés de doute et de tristesse. Quant à moi, c'est le cœur étreint que je regardais en rade les navires de transport que Vichy avait expédiés et les voyais, une fois remplis, disparaître sur la mer, emportant avec eux une des chances de la patrie. Finalement, les ralliements se montèrent à 127 officiers et environ 6000 sous-officiers et soldats, soit la 5e partie de l'effectif des troupes du Levant. Ce que j'avais à faire maintenant, c'était, dans la mesure du possible, agir sur Washington et sur Moscou. Pousser au développement de la résistance française, susciter et conduire l'effort de nos moyens à travers le monde. Il me fallait pour cela regagner Londres, centre des télécommunications et capitale de la guerre. En août 1941, l'Amérique n'est toujours pas en guerre contre l'Allemagne. J'avais un très vif plaisir de rencontrer M. Roosevelt, avec qui je correspondais depuis près de 2 ans, d'une façon de plus en plus intime. En outre, une conférence entre nous ferait ressortir l'union de plus en plus étroite qui existait entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ce qui inquiéterait nos ennemis, donnerait à réfléchir au Japon et réjouirait nos amis. Je compte, si cela vous convient, m'embarquer le 4 août pour vous rencontrer autour des 8, 9 ou 10. La rencontre est fixée au large de Terre-Neuve. Je me rendis à bord de l'Augusta pour saluer le président Roosevelt, qui me reçut avec tous les honneurs. Des conversations s'engagèrent alors. Elles se poursuivirent d'une façon plus ou moins continue pendant tout le temps que dura notre rencontre. Quelquefois en tête-à-tête, quelquefois en groupe plus nombreux. Sure I am that however the winds may blow, or whatever may be the chances and accidents of battle and the sea, the men will always be ready to add another page to the glorious and long annals of the Royal Navy. Chaque mot semblait aller droit au cœur. Ce fut une heure exaltante à vivre. Près de la moitié de ceux qui chantaient avec nous ne devaient pas tarder à mourir. Américains et Anglais ont établi la Charte de l'Atlantique, un accord que seul de Gaulle n'est pas admis à signer. Churchill invente ce jour-là
le V de la victoire. Le 1er septembre, De Gaulle rentre à Londres. Après mon retour d'Orient, je fixai ma résidence à Londres. J'allais y demeurer 10 mois. Je revois ma vie en ce temps-là. On peut croire qu'elle est bien remplie. Autant sont vives les manifestations quand je parais officiellement en public, autant est gentiment réservée l'attitude des Anglais quand ils me voient, avec les miens, suivre une rue, faire le tour d'un parc, entrer dans un cinéma. Ainsi puis-je vérifier à mon profit que dans ce grand peuple, chacun respecte la liberté des autres. Aux yeux du monde, la France libre, à l'approche de son deuxième hiver, n'était plus l'étonnante équipée qu'avait accueilli d'abord l'ironie, la pitié ou les larmes. Maintenant, on rencontrait partout sa réalité politique, guerrière, territoriale. On comprendra quelle importance nous attachions à nos brèves émissions de Londres. Tous les 8 jours environ, je parlais moi-même pour des millions d'auditeurs qui m'écoutaient dans l'angoisse à travers d'affreux brouillages. Une espèce de sacerdoce. Va montrer que malgré les outrages, les tortures, les trahisons... Le 18 juin, parlant à la radio pour la première fois de ma vie et imaginant non sans vertige celles et ceux qui étaient à l'écoute, je découvrais quel rôle allait jouer dans notre entreprise la propagande par les ondes. Les États-Unis apportent aux grandes affaires des sentiments élémentaires et une politique compliquée. Il en était ainsi en 1941 de leur attitude vis-à-vis de la France. Bien que Franklin Roosevelt et moi n'ayons pu encore nous rencontrer, divers signes me faisaient deviner sa réserve à mon égard. C'est sans bienveillance que Roosevelt considérait ma personne. Quant aux officiels, ils maintenaient telle quelle leur relation avec Vichy. Lettre de Churchill à Roosevelt. Il serait désastreux de voir remplacer Weygand par quelque officier pro-Boche, juste au moment où nous allons peut-être pouvoir influencer le cours des événements en Afrique du Nord. J'ose espérer que vous ferez l'impossible pour persuader Vichy qu'il doit maintenir Weygand à son poste. C'était le dimanche 7 décembre au soir. Je tournais le contact de mon petit appareil de radio, un peu après le début du bulletin d'information de 21h. À ce moment, le maître d'hôtel entra dans la pièce et dit « C'est exact. Nous venons nous-mêmes de l'entendre au dehors. Les Japonais ont attaqué les Américains. » Un silence se fit. Je quittai la table, traversai le hall et gagnai le bureau où l'on travaillait en permanence. Je demandai la communication avec le président. December 7th, 1941, a state of war. 2 à 3 minutes après, M. Roosevelt était à l'autre bout du fil. Monsieur le Président, que se passe-t-il avec les Japonais? Ils n'eurent pas un mot de reproche ou de regret. En réalité, ils donnaient plutôt l'impression d'avoir été délivrés d'une longue souffrance. Aucun Américain ne m'en voudra de proclamer que j'éprouvais la plus grande joie à voir les États-Unis à nos côtés. Bien des raisons sérieuses réclamaient ma présence à Londres, en ce moment où la situation était si fluide. Mais il n'y eut jamais le moindre doute dans mon esprit. La réalisation d'une entente totale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne était d'une importance qui l'emportait sur tout le reste. Il me fallait partir sur le champ pour Washington. On estima qu'il était trop risqué, à cette époque de l'année, de partir en avion dans une direction aussi dangereuse. Le 22 décembre, après un voyage en mer de 8 jours, Churchill est à Washington. Le président nous attendait dans sa voiture. Ce fut avec soulagement et plaisir que je serrai sa main robuste.
Ce qu'il y avait d'étrange, sinon de trouble, dans l'attitude des États-Unis à notre égard, allait être d'ailleurs révélé par un incident presque infime en lui-même, mais auquel la réaction de Washington conférait une sérieuse importance. Le général de Gaulle nous avait informé, avant mon départ d'Angleterre, qu'il désirait libérer les îles de Saint-Pierre et Miquelon. Le Foreign Office n'y vit aucun inconvénient. Peut-être de mon côté l'ai-je provoqué pour remuer le fond des choses, comme on jette une pierre dans l'étang. Mais le département d'État désirait que l'occupation fût effectuée par des forces canadiennes. Nous demandâmes en conséquence à de Gaulle de s'abstenir. 2 jours plus tard, de Gaulle ralliait Saint-Pierre et Miquelon à la France. Dès lors qu'il était question d'intervention étrangère dans un territoire français, aucune hésitation ne me parut plus permise. Je donnai à l'amiral Muselier l'ordre de rallier tout de suite Saint-Pierre et Miquelon. Il le fit la veille de Noël, au milieu du plus grand enthousiasme des habitants, sans que la poudre ait eu à parler. L'opinion publique américaine fut enchantée en cette heure grave d'apprendre que ces îles avaient été libérées. Le président, au cours de nos conversations journalières, ne me sembla pas attacher une très grosse importance à cette affaire. Après tout, bien d'autres préoccupations nous assaillaient déjà ou nous guettaient. Sous la pression de l'opinion publique anglaise, Churchill ne peut désavouer l'action de Gaulle à Saint-Pierre et Miquelon. Et partout dans la France, l'espoir se rallume. Nous ne perdrons jamais la confiance que la France jouera le rôle des hommes libres et qu'elle reprendra sa place dans la grande compagnie des nations libératrices et victorieuses. Ce que vous avez dit hier est allé droit au cœur de toute la nation française. Du fond de son malheur, la vieille France espère d'abord en la vieille Angleterre. Alors même que je prononçais des paroles pleines de confiance, je pressentais les effroyables coups qui allaient déchirer notre chair. Nous devions indiscutablement nous attendre à une période de désastre militaire. Ce fut sans illusion que je souhaitais à tous une excellente nouvelle année. Je salue 1942. Je salue une année de dur labeur, une année de lutte et de danger, mais aussi un grand pas vers la victoire. Puissions-nous tous nous en tirer saufs et avec honneur. Le 19 janvier 1942, Churchill est de retour à Londres. À Washington, 26 pays ont conclu l'Alliance des Nations Unies. À la demande des États-Unis, de Gaulle n'est toujours pas admis à signer. J'avais toujours été favorable à l'idée d'établir les gaullistes à Madagascar. Le général de Gaulle avait réclamé dès le 16 décembre 1941, après l'entrée en guerre du Japon, l'exécution d'une opération contre Madagascar par les forces de la France libre. Devant la menace ennemie qui se faisait de plus en plus pressante dans le golfe du Bengale, nous décidâmes de nous assurer le contrôle de l'inestimable port de Diego Suarez. Le 5 mai 1942, un coup de téléphone d'une agence de presse m'apprit à 3 heures du matin qu'une escadre britannique débarquait des troupes à Diego Suarez. Nos alliés occupaient par la force une possession française sans nous avoir même consultés. Nous souvenons de Dakar, nous ne pouvions la compliquer en y faisant participer les Français libres. Mais alors, Madagascar serait donc enlevé à la France? À quelle puissance, sinon anglo-saxonne, serait-elle rattachée? Cette affaire de Madagascar constitua un modèle d'opération de débarquement, par le secret qui entoura sa préparation et la précision de son exécution tactique. Elle se produisit à une époque où nous avions grand besoin de connaître enfin un succès. Pendant de longs mois, ce fut la seule raison qu'eut le public britannique de penser que la guerre était convenablement et efficacement conduite. Vichy reste néanmoins aux commandes de l'île. Le 10 juin, M. Churchill me demanda de venir le voir. Il protesta de ses bonnes intentions, puis, sursautant tout d'un coup, « Je suis l'ami de la France », cria-t-il. « J'ai toujours voulu. Je veux une grande France avec une grande armée. »
Nous savons aujourd'hui que Rommel espérait s'emparer de Tobruk dès le second jour de son offensive. Tant que résistait Bir Hakeim, fortement défendu par la première brigade de la France libre, ces brèches étaient les seules voies sûres pour son ravitaillement. Défense héroïque des Français, magnifique fait d'armes. Les Allemands battus devant Bir Hakeim annoncent avec éclat à Londres, à New York, à Montréal, au Caire, à Rio, à Buenos Aires, toutes les trompettes de l'information. Pour le monde tout entier, le canon de Bir Hakeim annonce le début du redressement de la France. Mais ce qui désormais me hante, c'est le salut des défenseurs. Le dénouement approche et je télégraphie au commandant de la première division légère, général Koenig, sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. Les blindés ennemis ne tardirent pas à reprendre leur attaque. Les Français libres évacuèrent Bir Hakeim après une très belle défense. Mais voici que dans la soirée, Brooke m'envoie dire que le général Koenig et une grande partie de ses troupes sont parvenus à El Gobi, hors de l'atteinte de l'ennemi. Je remercie le messager, le congédie, ferme la porte. Je suis seul. Ô cœur battant d'émotion, sanglots d'orgueil, larmes de joie. Au troisième printemps de la guerre, le destin rend son arrêt. Les jeux sont faits, la balance se renverse. Une action de grande envergure se prépare en Occident. Je vois mûrir cette entreprise. Les généraux Eisenhower et Clark préparent un futur débarquement allié. Churchill est à Washington. Je fus aussitôt fortement impressionné par ces hommes remarquables, mais encore inconnus. Il ne fut guère question que du grand débarquement à effectuer au-delà de la Manche en 1943, et qui était manifestement l'objet essentiel de leurs réflexions. Pour l'heure, les Américains hésitaient quant à leur stratégie. Washington caressait le projet d'un débarquement rapide. Les Russes, d'ailleurs souffrant mort et passion sous l'étreinte de l'armée allemande, réclamaient à grands cris l'ouverture du second front. Mais tout en caressant l'audace, l'Amérique écoutait la prudence. D'autant que les Britanniques étaient de leur côté peu disposés à hâter les choses. Ayant dû renoncer à être les leaders, ils entendaient qu'une victoire qui ne serait plus essentiellement la leur ne leur coûta pas trop cher. Il apparut bientôt que les Anglo-Saxons ne risqueraient pas cette année-là le débarquement en France. Ils viseraient donc l'Afrique du Nord en excluant notre participation. Churchill est de retour à Londres. Je dormis pendant 4 ou 5 heures jusqu'à l'arrivée à Londres. Quel don précieux que le sommeil! Le cabinet de guerre m'attendait sur le quai pour m'accueillir. Et quelques instants plus tard, j'étais au travail dans notre salle de réunion. Londres, 14 juillet 1942. D'autres gestes et démarches marquaient que, chez les Alliés, les intentions nous étaient devenues plus favorables. Le 14 juillet, comme je passais à Londres la revue des troupes françaises, j'y constatais la présence du général Eisenhower et de l'amiral Stark. Les Britanniques sont battus à Tobruk. Rommel est à 80 km d'Alexandrie. Les échos de la capitulation de Tobruk retentissaient dans le monde entier. Au lieu d'attendre des nouvelles du front dans mon bureau de Londres, c'était moi qui en enverrais. Il y avait là quelque chose d'exaltant. Le 5 août, je visitais les positions d'El Alamein. Le général Montgomery est nommé à la tête de la 8e armée britannique. Il me restait à prévenir le général Auchinleck qu'il allait être relevé de son commandement. Et l'expérience m'ayant appris qu'il vaut mieux faire ce genre de commission déplaisante par écrit,
J'ai envoyé le colonel Jacob en avion à son quartier général pour lui remettre cette lettre. Dans le même temps, De Gaulle s'envole pour l'Orient. Je partis le 5 août, ayant vu auparavant messieurs Churchill et Eden, et tiré de leurs propos quelque peu embarrassés, confirmation de mon sentiment qu'ils allaient prêter la main à une entreprise contraire au pacte qui nous liait depuis juin 40. À Gibraltar se concentrent les troupes d'un débarquement dont De Gaulle n'est pas tenu informé. J'arrivai au Caire le 7 août. L'ambiance y était aussi lourde que la chaleur. Les récents revers de la 8e armée pesaient encore sur les esprits. Monsieur Churchill se trouvait au Caire. Nous déjeunâmes ensemble le 7 août. Je suis venu, me dit-il, pour réorganiser le commandement. En même temps, je verrai où en sont nos disputes à propos de la Syrie. Ensuite, j'irai à Moscou. Churchill doit informer Staline du report d'un débarquement en Europe. Ce sera une opération en Afrique du Nord. Churchill s'avoue embarrassé par cette tâche, mais conclut ainsi l'entretien. Sachez, grogna M. Churchill, que ma conscience est une bonne fille avec qui je m'arrange toujours. Si les Anglais semblaient partagés entre l'espoir et la mélancolie, nos hommes, eux, étaient dans l'euphorie. Bir Hakeim les avait consacrés à leurs propres yeux. J'allais les voir. Le 12 août, je partis pour Beyrouth. Partout s'est manifesté un enthousiasme réel et exceptionnel en faveur de la France. De Gaulle s'insurge des agissements déloyaux des Britanniques au Moyen-Orient. Churchill s'en irrite et menace de couper les vivres à la France libre si De Gaulle ne rentre pas à Londres. À l'aurore du 10 septembre, les Anglais avaient repris l'action à Madagascar. Je décidai de me rendre à Londres. Avant de gagner l'Angleterre, j'allais passer une dizaine de jours en Afrique française libre. Le 13 septembre, par un vol sans escale de 3000 km, je me rendis de Damas à Fort-Lamy, marquant par là qu'il était possible de circuler entre le Taurus et l'Atlantique sans se poser ailleurs qu'en terre française libre. À Fort-Lamy, Leclerc m'attendait. Le 22 septembre, je fixai à Leclerc sa mission. Il avait à s'emparer des oasis du Fezzan. C'était beaucoup de choses à la fois. Mais nous ne doutions de rien. 25 septembre, arrivé à Londres. D'un seul coup, tout est changé. Elles sont loin, les terres fidèles, les troupes ardentes, les foules enthousiastes qui, hier encore, m'entouraient du réconfort de leur dévouement. La progression des blindés allemands est arrêtée devant El Alamein. Nous voici au premier jour de novembre 1942. Depuis le 18 octobre, les Britanniques, aidés par des forces françaises, entreprennent de chasser de Libye les Allemands et les Italiens pour se joindre plus tard en Tunisie à l'armée des États-Unis et peut-être à une armée française. Là-bas, sur la Volga et au fond du Caucase, l'ennemi s'épuise contre la puissance russe. Quelle chance encore s'offre à la France! Ce n'est pas sans anxiété que j'attends le lever du rideau sur le nouvel acte du drame. Mais je me sens sûr des miens, je crois qu'ils sont sûrs de moi. Je sais vers qui la France regarde. Allons, qu'on frappe les 3 coups.